Pierre-Yves Lenoble, bonsoir. Bonsoir Salim. Bonsoir Pierre-Yves. Merci d'avoir accepté cet entretien, ce libre entretien numéro 5. Alors, avant de commencer cet entretien, je vais vous présenter, même si beaucoup de gens vous connaissent, étant donné que vous êtes édité, 6 livres ont été publiés aux éditions Fiat Lux, ainsi qu'à nouveau à la rentrée. Donc, vous êtes né en août 81 à Dijon, vous êtes titulaire d'une licence d'histoire à l'Université de Bourgogne, vous êtes passionné par le Moyen-Âge, les spiritualités du monde entier, la mythologie comparée. Vous êtes un autodidacte et auteur traditionnaliste. Vous vous déclarez apolitique, ce qui est tout à fait logique pour un traditionnaliste, vous me direz. Votre vision du monde et vos réflexions ont été influencées par le platonisme, la philosophie médiévale islamo-chrétienne et les penseurs de la tradition, comme René Guénon, Coomaraswamy, Evola, Mircea Eliade, etc. Des auteurs que personnellement j'apprécie beaucoup. Vous avez écrit 2 ouvrages publiés aux éditions Arche Milano, Métaphysique du Moyen-Âge en 2014 et Le symbolisme du centre en 2016. Vous avez écrit également 6 livres aux éditions Fiat Lux, 3 en 2017 et 3 en 2018, pour les citer donc Diablerie de foule, Le chemin vertical, Vie et mort des civilisations en 2017, puis Réflexion sur le dualisme, Métaphysique végétale et La Dame céleste en 2018. Et comme je le disais, votre prochain livre sera édité aux éditions Fiat Lux. Ce sera un gros pavé, un gros travail sur la tradition qui s'appelle Homo Mythologicus. On peut retrouver bien sûr vos travaux sur le blog sophiaperenis.unblog.fr qui s'affiche à l'écran. Donc, en fait, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un auteur traditionnaliste, c'est-à-dire, j'invite énormément, beaucoup et chaleureusement les gens à s'intéresser à cette question qui est très, très importante, qui est très intéressante. Il s'agit de métaphysique, il s'agit de philosophie, et il s'agit de retrouver les liens qui relient absolument toutes les traditions humaines via notamment le symbolisme qui est essentiel. Et on a comme auteur traditionnaliste le plus important, on a la chance d'avoir ça en France, c'est quand même assez phénoménal, c'est René Guénon. Donc j'invite vraiment, vraiment, vraiment les gens à s'intéresser à cet auteur, pour tous ceux qui cherchent des raisons à la vie sur Terre, qui sont en quête de spiritualité. Je les invite vraiment, vraiment à lire René Guénon. C'est assez phénoménal. Quand on le découvre, on n'est plus le même homme. Donc, et en fait, je voulais avoir votre avis concernant la crise du coronavirus, la crise du Covid-19, la crise sanitaire et politique, sans oublier bien sûr économique, financière, vue sous le prisme de la tradition. Donc, je vous ai préparé quelques questions, si vous le permettez. Ok. Et je vais vous les poser. J'ai 5 questions à vous poser et vous avez le temps d'y répondre. Donc, je vais commencer par la première question. On a vécu des moments historiques de manipulation des masses assez fabuleux. C'est assez impressionnant ce qu'on a vécu. D'autant que vous en avez parlé dans Diablerie de foule. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai postfacé par un papier concernant la ponérologie politique, la science du mal dans la gestion, enfin chez la caste politique qui gère les affaires. Et je crois entre nous que nous avons été servis avec des politiciens, des membres de l'exécutif menteurs comme on n'en a jamais vu. Donc, on a forcé les gens à rester chez eux et obligés à s'auto-permettre de sortir acheter du pain avec une feuille qu'ils signaient eux-mêmes. Quelle est selon vous la volonté des dirigeants dans cette manipulation planétaire massive? C'est quoi le but de cette, quelque part, diablerie de foule? Oui, voilà, en effet, là on a vu ça avec le Covid. Donc c'est une immense entreprise d'ingénierie sociale, on va dire planétaire pour la première fois, car des manipulations, on en a eu à des échelles plus petites. On peut penser par exemple au 11 septembre,
Mais là, ça a touché pour la première fois la planète entière, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont voulu nous vendre justement le réchauffement climatique et que ça n'a pas vraiment pris au sein des peuples, on va dire, de la Terre pour accélérer l'agenda. Et le Covid, là par contre, on a vu que tous les pays du monde ont été touchés avec des mesures plus ou moins coercitives. En France, on a été vraiment servi. Et donc, ça participe toujours de la tactique subversive, du choc constructif, du pompier pyromane. Donc, ce que les francs-maçons appellent l'ordo ab chao, ou les alchimistes le solve coagula. Donc, on crée sciemment un désordre, un chaos, et on arrive en sauveur de la situation. Donc moi, comme je le dis, j'ai pas de grandes connaissances scientifiques en termes d'infectiologie, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été quand même balancé par nos élites. Nos élites cachées, hein, qui ne sont pas nos gouvernants, c'est les élites visibles, qui sont juste des marionnettes du pouvoir, on va dire, militaro-industriel. On peut parler aussi de Big Pharma, quoi, des gros intérêts financiers qui, eux, ne se montrent pas sur le devant de la scène et qui, petit à petit, font avancer leurs pions dans l'objectif de ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial, un village planétaire, un monde unifié, contrôlé de A à Z, quoi. Et cette crise du Covid, elle remplit beaucoup de cases, justement, parce qu'elle permet déjà de cacher la grande crise financière qui s'annonçait. Il y avait des grosses baisses, donc ça permet de donner une excuse à comme on appelle ça, de la création de faux billets. D'ailleurs, on peut même penser que beaucoup de banques ou de groupes financiers vont se servir du Covid pour racheter des entreprises quasiment pour 1 euro symbolique. On a aussi tout ce qui concerne le tracking, donc de fliquer la population avec des applications sur Internet pour fliquer les gens. On a eu, comme vous l'avez dit, les fameuses attestations. Ça, c'est incroyable. Je pensais même pas voir ça de mon vivant, quoi. Même, je pense que pendant l'occupation allemande, les gens pouvaient quand même sortir, quoi. Enfin, on voit là vraiment dans plein de niveaux différents, avec aussi au bout du bout, j'ai l'impression qu'ils veulent nous vendre un vaccin qui serait peut-être couplé d'une puce ou au moins d'un flicage corporel, on va dire. Donc là, enfin, cette crise, c'est une aubaine, une opportunité pour le système, on va dire, mais bon, pour nos élites, quoi, ce qu'on peut appeler les 1%, quoi, qui contrôlent l'économie mondiale, quoi. En fait, moi je me dis, quand je vois la technique de manipulation, je me dis que là, ils osent. Ils osent, ils sont allés très loin. Ils ont confiné la moitié de la population mondiale. Ils ont détruit l'économie mondiale. Certains parlent de 9 000 milliards de dollars de pertes. Il y a plein de gens de commerce. Il y a, bon, les chômeurs, on n'en parle pas. Ça, c'est des millions de chômeurs. Les commerces, plein de chefs d'entreprise qui ont fait faillite. Ils ont terrorisé absolument tout le monde. On nous a expliqué qu'on allait tous mourir. Et ça a été fait d'une manière assez, assez massive. C'était impressionnant, c'était quotidien. Ils ont mis vraiment les moyens, en commençant par corrompre des universités, notamment l'Imperial College de Londres, avec le fameux Neil Ferguson, qui nous a sorti des chiffres, des formules cabalistiques stupides, expliquant que 65 millions de personnes allaient mourir. On nous a balancer des experts par-ci par-là, que ce soit l'OMS ou sur les plateaux télé, ça a été quotidien. Et on a vu des gens, vraiment, comment dire, pas marcher dans la combine, mais se faire avoir
Et vous savez, quand quelqu'un, enfin, on a vu des gens, par exemple, appeler la police parce que le voisin sortait trop souvent. On a vu, et là, on se dit que peut-être, en fait, ça marche. Cette diablerie de foule fonctionne. Et en même temps, pour ne pas décourager nos auditeurs, et c'est vrai, je ne dis pas ça pour ne pas les décourager, je le dis parce que je le pense. En même temps, on a vu qu'il y a une grande partie de la population qui a compris la fumisterie en constatant les innombrables mensonges et l'incompétence de l'exécutif. Donc, selon vous, vous positionnez où on est vraiment dans une diablerie de foule qui a fonctionné ou est-ce que ça a été bancal, selon vous? Je pense que ça a quand même très bien fonctionné, même plus que ce que je pensais, quoi. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on a créé une peur panique et pour accélérer, on va dire, la domestication, l'autodomestication des gens. Et moi, personnellement, comme je vous l'avais déjà dit, donc on sait que nos élites ont un projet, on connaît leur projet, mais les peuples vont suivre. C'est-à-dire, moi, j'emploie souvent cette expression pour que les gens comprennent, c'est que le système, il veut nous dire 1 plus 1 égale 3. Vous savez, c'est la fameuse double pensée de Orwell. Et j'ai l'impression que la grande majorité des gens, ce qu'on pourrait appeler le peuple en général, même si les gens savent que c'est faux, vont quand même suivre les injonctions du système pour sûrement ne pas se mettre en dehors du groupe social, ne pas être exclu du groupe social, pour garder chacun un peu sa position dans le groupe social, hein, parce que, je ne sais pas, par exemple, si on nous dit vous êtes obligé d'être vacciné si vous voulez garder votre boulot ou si vous voulez rentrer dans une administration, quel est le pourcentage de gens qui vont accepter et de gens qui vont refuser. Et j'ai toujours l'impression que ça sera quand même toujours une majorité de gens qui accepteront pour leur, on va dire, leur bien-être corporel au sein de la société, quoi. Donc Ok. c'est là où c'est vraiment diabolique dans le sens presque premier du terme, quoi. On peut prendre l'image, vous savez, quand le loup attaque le troupeau, les moutons vont se resserrer autour du berger, alors que le berger, au final, il veut les amener à l'abattoir 2 jours après. Vous voyez? Donc, on peut prendre cette image-là. J'avais vu aussi sur votre Facebook, vous avez parlé d'une légende indienne où c'était un raja, un roi, qui avait un tigre domestiqué. Et dès qu'il y avait un problème dans la société, il sortait le tigre au milieu des gens pour terroriser les gens. Et lui, il arrivait justement, c'est comme le pompier pyromane, il arrivait en sauveur en appelant le tigre qui venait à ses pieds. Et du coup, les gens étaient complètement voués à leur Raja parce qu'il avait le super pouvoir de domestiquer le tigre, quoi, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a ça avec le Covid, quoi. Et après, effectivement, par contre, pour ne pas être pessimiste, on a quand même vu, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même si on discute avec les gens dans la rue, que beaucoup de gens n'étaient quand même pas dupes et on trouvait au moins qu'il y avait anguille sous roche, quoi. Et du coup, ça c'est presque une question que je me pose, c'est jusqu'à quel point nos élites sont complètement débiles, quoi, parce qu'on les a vus dire tout et leur contraire en quelques jours d'affilée, ne plus se rendre compte de leurs mensonges, ne pas assumer les contre-vérités qu'ils ont assénées, et jusqu'à quel point, j'allais dire, ils sont bêtes, ou jusqu'à quel point on peut parler, par exemple, d'injonctions contradictoires pour créer un espèce de chaos psychologique dans les gens, quoi, les sidérer, quoi. Tout à fait, c'est le coup du ouais, les phares, les lapins au milieu de l'autoroute avec les pleins phares. Mais quand même, on a pu observer une nouveauté clairement et définitivement. Deux choses. D'abord, on a vu les salariés de Big Pharma, des professeurs d'université stipendiés par Big Pharma, venir vendre la soupe de Big Pharma.
Et en parallèle, et là ça fait vraiment beaucoup de bruit, notamment avec le professeur Didier Raoult, et maintenant encore pire avec le professeur Christian Perron, qui vient d'écrire un livre, un brûlot phénoménal, qui terrorise tout le monde. Et d'ailleurs, on a quelques médecins laquais de Big Pharma qui veulent monter des pétitions pour que le Conseil de l'ordre s'occupe du professeur Perron, comme si, enfin, toujours la délation, la menace, d'empêcher les autres de s'exprimer, etc. Mais c'est la première fois, pour moi, hein, c'est la première fois que je vois autant de médecins, de professeurs. À l'époque, il y en avait de temps en temps, tous les 2 ans, il y avait Philippe Even, le professeur Philippe Even et Debré qui faisaient un livre contre les dérives de Big Pharma et de la médecine corrompue. Il y avait de temps en temps le livre du petit-fils de Louis de Funès, il y avait le livre, etc., de quelques personnalités, quelques médecins, mais là, on a vraiment une levée de bouclier. On a le docteur Marty, Jérôme Marty, je crois, si je me trompe pas, c'est un syndiqué, enfin, un médecin assez important dans la région parisienne qui demande la fermeture des ARS, ils ont déposé des plaintes en quantité contre les autorités de santé, etc. Ça, c'est nouveau et ça, c'est encourageant. Ça, c'est vrai, ça, c'est encourageant. Et bah, déjà, ça nous a permis aussi de voir que tout le monde croquait dans la même gamelle, que ça soit les médias, Big Pharma, les politiques, sont tous intriqués avec le monde financier derrière. Et comme je le disais tout à l'heure, là, on a la première fois quelque chose de mondial. Et j'allais dire, il y a des gens qui n'ont pas gobé, tout simplement, quoi. Moi, ça me fait vraiment rigoler quand je vois les médias traiter on a l'impression que c'est les heures les plus sombres de l'histoire, le professeur Raoult, quoi. C'est vraiment, il parle de pro-Raoult en tant que populiste ou quoi, alors que bon, il n'a pas vraiment de discours politique, il dit ce qu'il a à dire, mais vraiment, on a l'impression, ouais, voilà, il y a deux camps qui se sont mis en place, les gens, entre guillemets, de bonne volonté, de bonne foi, qui veulent guérir leurs patients, faire des mesures, j'allais dire, logiques, quoi. Le professeur Raoult, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, moi, je n'ai pas la capacité scientifique de juger son traitement, mais en tout cas, il a essayé de faire ce qu'il peut, et a priori, c'est un boss dans son domaine. Donc, et ce que je comprends pas, c'est de voir tous ces petits chefs médicaux qu'on voit à la télé. Alors je sais plus leur nom. Il y a Lacombe, il y a comment, enfin et critiquer de façon véhémente, hein. On a même vu Cohn-Bendit dire au professeur Raoult de fermer sa gueule, quoi, carrément, alors que c'est des gens normalement qui devraient l'écouter, quoi, qui devraient l'écouter. Donc on voit bien qu'il y a toute une partie du système qui sont directement achetés, quoi. On peut parler aussi des zététiciens, je sais que vous les avez critiqués aussi, et ils sont toujours du côté de la bien-pensance et du système, quoi. Alors qu'un zététicien, normalement, c'est quelqu'un de sceptique qui regarde les faits. Et là, ils ont tous été du côté de l'irrationnel, de l'illogique, pour sauver le système, quoi. Alors il y en a certains, je peux pas faire de procès d'intention, il y a beaucoup de gens, c'est presque inconscient, c'est par de volonté de suivre le troupeau, la pensée unique, et il y en a certains qui sont directement payés par Big Pharma, par les lobbies pharmaceutiques, par la finance, pour faire ce qu'on appelle de l'astroturfing, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler de l'influence qui paraît spontanée sur les réseaux sociaux, quoi. Une chose qui m'avait marqué, c'est que tous les zététiciens, par exemple, sur YouTube, ont fait une vidéo 2 jours après le confinement pour dire aux gens de rester chez eux, quoi. Alors qu'a priori, même médicalement, même scientifiquement, le confinement, c'est pas dit du tout que ça soit efficace, quoi. Donc, ils prennent tout le temps le côté des grands, on va dire, de ceux Ben qui pèsent. si vous permettez, c'est ce que je disais toujours. Quel est l'intérêt d'un être humain d'aller écouter ce groupe de 7-8 zététiciens
puisque c'est exactement, il va écouter dans leur bouche la version qu'ils viennent d'écouter sur TF1, BFM, LCI, CNews, C8, M6, France Culture, France Inter, Europe 1. Donc ça n'a absolument aucun sens, si ce n'est, et là c'est vicieux, c'est qu'on a la doxa, on a le mainstream qui s'impose avec des gros moyens, et là on a des petites personnalités, genre populaires, qui vont genre dire la vérité, donc on ne peut que les croire parce qu'ils n'ont aucun intérêt, etc. Mais là, c'est juste pas crédible, parce que d'abord, ils n'ont pas les compétences, secondo, ils se sont plantés lourdement sur toute cette affaire de A à Z, en traitant le professeur Raoult de charlatan, etc. Et là, ils se sont ridiculisés pour le restant de leur jour avec le Lancet Gate, qu'ils avaient présenté comme le 6e clou qui allait sceller le cercueil du professeur Didier Raoult, alors qu'il s'est avéré que c'était une escroquerie lamentable, on en reparlera après. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, le système est extrêmement vicieux. C'est-à-dire qu'il veut infiltrer également les réseaux sociaux en mettant des influenceurs, c'est ce qui, en fait, c'est ça, ils se font appeler comme ça, pour tromper les gens. Et là, c'est gravissime. C'est vraiment, c'est là où on voit que c'est une diablerie de foule, quoi, qu'ils n'ont pas de limite dans leur volonté de tromper la population. Ah oui, oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, le nom du livre, Diablerie de foule, c'était un peu en hommage à la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Mais là, on est dans une diablerie, dans le sens une tromperie, comme vous dites, c'est de la parodie, quoi. J'ai même entendu justement Didier Raoult, ça c'était intéressant, quand il était interviewé, je sais plus par Pujadas ou Routel Krief sur un grand média, citer Jean Baudrillard, qui est un auteur de gauche qui parlait justement de cette ingénierie sociale il y a 30-40 ans, quoi. Et sa phrase, c'est en gros, il disait que l'irréel va devenir le réel et que le réel va devenir irréel, quoi. Et ça faisait plaisir d'entendre ça de la bouche de Didier Raoult parce que lui, il doit, entre guillemets, halluciner, lui, en ce moment, quoi. Parce que il a essayé de soigner des gens, faire le mieux qu'il pouvait de son protocole, sachant que moi, je ne vais pas juger de l'efficacité de son protocole parce que bah, j'en ai pas les capacités, mais je veux dire, de se voir traité comme ça par tout un système médiatique, comme si c'était le dernier des charlatans, enfin, il doit vraiment halluciner, quoi. Et pour en Médaille revenir... d'or, médaille de l'INSERM, un des plus grands savants en maladies infectieuses de France, voire top 10 mondial, top 10 mondial, et qui s'est transformé du jour au lendemain, à qui on a donné un budget extraordinaire pour monter une structure monumentale de 800 salariés, publications, des centaines de publications, il forme les médecins de demain, les professeurs de demain, les maîtres de conf de demain, et du jour au lendemain, un coup de baguette magique, c'est devenu un charlatan qu'on traitait sur les médias de charlatan. C'est quand même assez exceptionnel, c'est spectaculaire quand même comme renversement. D'ailleurs, je voulais revenir concernant les zététiciens, parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure concernant le confinement. Donc, il critique le professeur Raoult concernant l'absence d'études randomisées, double aveugle, multicentriques, blabla. Ok, très bien. Il n'y a aucune étude concernant le confinement, sur l'efficacité du confinement par rapport à la diffusion d'une maladie infectieuse. Il n'y a aucune étude qui a été réalisée. Et pourtant, ils ont décrété que le confinement allait nous sauver. Quelle est l'étude qui valide ce choix? D'autant que le confinement a été appliqué de manière extrêmement stricte dans les EHPAD, et il y a eu 10 000 morts, ce qui prouve que c'est une technique de santé publique complètement stupide. Et c'est ce qui a été défendu par ces fameux zéloticiens. Moi, je les appelle les zélotes, les zéloticiens, parce que ils n'ont strictement rien à voir ni avec la science, et encore moins avec la finesse de la médecine, de l'art médical. Donc, je voulais vous poser une deuxième question, et là, on va re-rentrer dans le sujet de la tradition concernant René Guénon. En fait, moi, je trouve que c'était le grand gagnant de cette crise sanitaire, parce que, enfin, on a vraiment vu le règne de la quantité de manière définitive.
Le règne de la quantité, c'est un des ouvrages majeurs de René Guénon. C'est le premier livre que j'ai lu de lui et enfin, c'est un combat avec, je sais pas, avec Mohamed Ali, quoi. C'est que des uppercuts, hein. Une lecture de Guénon, c'est que des coups qu'on reçoit et qui vous sonnent, voilà. Donc, je tenais à le dire. Moi Donc, on aussi, a moi vu la aussi. messe quotidienne de Jérôme Salomon et ses chiffres faux balancés comme ça, sans vergogne, tous les jours pour terroriser tout le monde. Il a terrorisé tout le monde, hein. Tant de morts, tant d'hospitalisés, etc. Alors que tous les chiffres sont faux, on le sait, hein. On n'a testé personne, on n'avait pas les chiffres des EHPAD, on n'avait pas les chiffres des malades, des décès en ville, on n'avait rien. Mais il balançait quand même ces chiffres. On a vu également le pouvoir de Big Pharma avec le scandale surgisphère du Lancet Gate et des big data, avec une création, une étude totalement falsifiée, inventée de 96 000 malades qui n'existent pas, sans oublier le pouvoir de l'argent, qui a aussi montré sa puissance avec des entreprises de Big Pharma, le top 10, avec des capitalisations boursières de 100, 200, 300 milliards de dollars ou d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette... Enfin, c'est le règne sans partage de la quantité, du pognon, du mammonisme, du chiffre, qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, c'est tout à fait ça. Bah, je pense comme vous sur ce livre de René Guénon. Je dirais même c'est presque le meilleur en fait de René Guénon parce que il y a tout. Il y a à la fois la critique du monde moderne. Il revient sur plein de principes et il nous parle justement de notre époque comme une époque justement sans âme, presque matérialiste, machiniste. On a vu ça, comme vous dites, avec les fameux chiffres. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est aussi énormément de contradictions. Parce que vous parliez, par exemple, des gens qui étaient confinés dans les EHPAD et qui sont morts dans les EHPAD. Je crois même qu'on a autorisé des médicaments pour accélérer leur mort en plus. Donc là, Le Rivotril. voilà, je cherchais le mot exactement. Alors qu'à l'inverse, les prisonniers, qui eux, par définition, sont confinés, enfin pas tous les prisonniers, mais on a fait sortir des milliers de prisonniers, soi-disant, parce que c'était dangereux pour eux, quoi. J'ai, Magique. C'est la pensée magique. C'est magique. Voilà, j'ai vu aussi, par exemple, les gens qui se battaient pour des rouleaux de PQ dans les supermarchés les premiers jours du confinement, donc qui étaient en masse. Et inversement, ils ont sorti des drones pour arrêter des gens qui faisaient leur footing dans la forêt alors qu'il y avait aucun risque, quoi. Donc, j'allais dire, même on va au-delà du règne de la quantité à notre époque. C'est le règne de. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est ça une diablerie. Une diablerie, normalement, c'est comme un carnaval où les gens mettent un masque. Enfin, c'était au Moyen Âge, il y avait les diableries de Chaumont, par exemple, où les participants mettaient des masques de démons. Et chaque personne portait le masque, on va dire, de son démon attitré, un peu pour expier ses fautes. Et là, on a affaire à une diablerie inconsciente où on n'est même plus dans un monde matérialiste. On est à nouveau dans... C'est ça d'ailleurs ce que Guénon il appelait la contre-tradition. C'est un monde sans dessus-dessous et parodique, quoi. Et d'ailleurs, on a aussi le côté mascarade, vous voyez, avec les masques. Il y a plein de petits côtés symboliques, moi je trouve, dans ce Covid. Et une chose aussi que je voulais souligner, c'est tous les messages avant-coureurs, comme s'il y avait eu une programmation mentale, que ça soit dans les films, il y a eu énormément de films, d'œuvres artistiques qui parlaient d'une pandémie mondiale, des fois de façon très précise, hein, en l'appelant coronavirus, en la faisant venir de Wuhan en Chine. Et on a eu énormément aussi de think tanks américains et d'organisations mondialistes qui prévoyaient une pandémie mondiale il y a quelques années, quoi. Je crois même qu'une des fondations de Bill Gates a fait, je crois, en janvier ou en février, une simulation Tout à fait.
de pandémie mondiale. Et ça m'a tout de suite fait penser, vous savez, quand il y a un attentat en France, vous savez, le jour du Bataclan, le jour même, il y avait une répétition générale dans les hôpitaux de Paris avec les policiers, les pompiers et les infirmiers dans le cas d'une attaque terroriste, quoi. On a eu ça aussi avec le 11 septembre, et sans compter aussi les mouvements financiers très bizarres. Moi, j'avais entendu dire, je crois que c'était à la fin de 2019, que des grosses banques et des gros intérêts financiers, comme Rothschild aussi, j'avais entendu ça, sortaient leurs billes des marchés, comme s'ils savaient qu'il allait avoir une énorme crise dans quelques mois, et ils sortent leurs billes avant la crise. Donc, c'est toujours pareil, on n'a quand même pas vraiment affaire à quelque chose de spontané. On a vraiment l'impression qu'il y a eu une programmation, une préparation avant, quoi. Et c'est dans ce sens-là, j'en reviens à justement cette parodie, c'est que normalement les événements historiques se déroulent et arrivent, alors que là on a vraiment l'impression presque d'être sous une espèce de cloche de verre où tout est déjà programmé, modélisé à l'avance sur cahier des charges, quoi. Et alors après, comme vous dites, on n'est pas non plus sur Terre, la vie elle est compliquée, ils réussissent pas à tous les coups, hein. Ils font aussi des tests, le système, voir ce qui marche pas, mais il y a toujours des choses qui vont leur échapper. Penser avoir un contrôle absolu sur la planète et sur l'être humain, je pense que ça n'arrivera jamais, quoi. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Dans Vie et mort des civilisations, un de vos 6 livres aux éditions Fiat Lux, vous parliez de, je vous cite, loi immuable qui détermine la destinée des civilisations humaines. Celle-ci, comme du reste, toute chose manifestée en ce monde, passe nécessairement par ses stades successifs de développement. 2 points, donc naissance, croissance, apogée, déclin, mort. Fin de citation. En fait, c'est c'est la théorie des cycles que l'on retrouve dans toutes les traditions et dont René Guénon parle parfaitement, donc avec les fameux âges d'or, d'argent, etc. Et nous sommes aujourd'hui dans le Kali Yuga, l'âge sombre, l'âge des ténèbres, l'âge de la bêtise profonde, etc. Selon vous, nous sommes à quel stade actuellement? Cette crise nous situe dans quel stade? Eh ben, moi, je pense qu'on a même carrément dépassé la mort, en fait. Parce que il faut déjà définir ce qu'est, enfin, selon moi, mais une civilisation, pour moi, c'est une communauté humaine qui s'organise autour d'une tradition, d'une histoire sacrée, d'un grand mythe commun, quoi. Et donc, pour l'Europe, par exemple, on peut penser à la civilisation chrétienne. Et je pense qu'elle est morte, on va dire, à la fin 18e, début 19e, avec la révolution industrielle. Donc, je pense qu'on est presque déjà mort. D'ailleurs, René Guénon en parle dans Le règne de la quantité, c'est-à-dire que après la solidification et la quantité absolue, vient le temps de la dissolution. Et je pense qu'on est dans. Il parlait d'ailleurs, il donnait l'exemple de la rigidification cadavérique qui précédait les feux follets et du coup la dissolution du cadavre. Et donc pour lui, la rigidification cadavérique correspondait au 18e, 19e siècle avec la révolution industrielle. Et il voyait le 20e siècle comme une phase de dissolution. Et j'allais dire, par contre, on est dans l'avènement d'une contre-civilisation, d'une pseudo-civilisation mondiale, qu'on pourrait appeler le nouvel ordre mondial, mais qui n'a rien justement de traditionnel, là, qui est totalement anti-traditionnel. Et ça rejoint les eschatologies bibliques, mais aussi d'autres peuples, du règne de l'Antéchrist qui va vouloir singer, parodier une civilisation, une tradition à l'échelle mondiale, quoi. Et donc je pense qu'on est au niveau de la civilisation européenne, on est mort déjà, quoi. Et au niveau mondial, on a la volonté de créer et d'amener l'avènement d'une contre-civilisation.
C'est en gros ce que je pense, quoi. Mais qui va s'effondrer car elle n'est pas issue de principes solides. J'allais dire, ce qui fait civilisation, pour moi, c'est une histoire sacrée, un mythe, une tradition. Et aujourd'hui, ce qui relie les gens, la religion mondiale, c'est la matière, c'est l'argent, c'est le paraître, que des choses illusoires. Donc voilà. Après la quantité, je vous dis, on est dans une ère de dissolution et de parodie, de singerie, quoi. Et comme on dit, le Dajjal en islam, c'est l'usurpateur, le trompeur, le mauvais imitateur, le singe de Dieu. Et je pense qu'à plein de niveaux, j'allais dire anthropologiques, sociologiques, politiques, on est dans une singerie générale, quoi. Justement, il y a beaucoup de gens, et je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui attendent un personnage avec une tête, deux pieds, deux bras. Et en fait, pour moi, le Dajjal, c'est symbolique, hein. C'est la situation que nous sommes en train de vivre. Il n'y a rien à rajouter à la folie actuelle régnante. Absolument rien à rajouter. C'est dramatique. D'ailleurs, la quatrième question, elle va parler de ça. Elle me semble importante, elle s'impose aujourd'hui, c'est celle de la pertinence du darwinisme. Je ne parle pas, bien entendu, du darwinisme biologique, mais je parle du darwinisme, on va dire, intellectuel, scientifique, qui pose comme postulat l'avancée toujours plus importante de l'humanité dans la science, l'intelligence, etc. C'est-à-dire on est passé si vous voulez, du singe à l'homme moderne, du silex à aujourd'hui l'iPhone, l'espace, Tesla, etc. C'est ça la base on va dire, du paradigme scientifique aujourd'hui actuel. Et bien sûr, plus les ordinateurs vont vite avec les fameux processeurs quantiques, plus ils font de milliards d'opérations par seconde avec des algorithmes hyper compliqués, plus nous sommes censés être intelligents. Sauf que cette crise nous a démontré l'exact inverse, puisqu'un escroc comme Sapan Desai, patron de Surgisphère, un auteur de science-fiction mauvais et une actrice de film pour adultes ont trompé toute la communauté scientifique mondiale. Tous les plus grands experts mondiaux, de Bill Gates, de l'OMS, de la HCSP, au Conseil de la santé publique, de la haute autorité, la HAS, la NSM, la Direction générale de la santé, les ministères de la santé des pays européens, c'est quand même assez spectaculaire de se faire avoir par un bonteur à la sauvette et une actrice, excusez la grossièreté, une actrice porno. C'est franchement déstabilisant, c'est même effrayant. Qu'en pensez-vous? Oui, bah, tout à fait. Bah, ça rejoint justement cette parodie. Et pour en revenir au darwinisme, j'allais dire que moi, personnellement, je ne suis pas darwiniste. Je suis même, j'allais dire, à l'inverse, involutionniste. Vous voyez, je suis pas évolutionniste. Et je trouve qu'à notre époque, on voit toutes les limites du darwinisme. Par exemple, on voit que l'homme ne progresse pas naturellement, donc on va inventer le transhumanisme, lui inventer des espèces de prothèses technologiques pour continuer cette progression illusoire. On le voit aussi, par exemple, dans le capitalisme, qui était jusqu'à notre époque, jusqu'à pas si longtemps que ça, un système darwinien, donc on va dire de la loi du plus fort, quoi. Celui qui marchait bien, eh ben, c'est normal qu'il gagnait beaucoup d'argent, et celui qui marchait pas faisait faillite. Mais aujourd'hui, on le voit avec les banques qui auraient dû s'écrouler au moins depuis 2008. On va réinjecter de l'argent pour faire perdurer et faire croire justement à ce progrès, à cette évolution, alors que en fait tout s'écroule. Et on le remarque même, par exemple, avec la mode aussi de la collapsologie. Depuis quelques années, c'est la mode de parler de convergence des catastrophes, et j'ai l'impression que même les scientifiques, les darwinistes endurcis, voient un peu les limites en fait de ce monde-là, parce que
comme ça c'est très connu, mais il n'y a pas de progrès infini dans un monde fini. On arrive toujours à toucher les limites, quoi. Et même voilà, même au niveau de l'espérance de vie, l'homme, durant le XXe siècle, grâce au progrès de la médecine, on ne peut pas nier qu'il a augmenté son espérance de vie, mais il ne va pas vivre jusqu'à 120 ans. On va tous finir par mourir aux alentours de 80 ans s'il ne nous arrive pas d'accident, quoi. Donc en fait, sur Terre, il y a des lois naturelles que moi, je n'ai aucun problème à assimiler à des lois divines qui sont imposées une fois pour toutes. Et cette évolution continue, elle arrive à notre époque à arriver devant un mur, en fait, devant un mur à plein de niveaux. Et comme vous dites, l'homme, j'ai pas l'impression, l'être humain, si on le prend individuellement, est-ce qu'il a tant progressé que ça, par exemple, sur ces 500 dernières années? Quand on voit un peu des fois la bêtise actuelle, les contradictions actuelles, normalement, s'il y avait une évolution de l'être humain, il devrait être de plus en plus sage. Et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus enfantin, presque adolescent, quoi. Donc la courbe, oui, voilà, tout marche en fait en courbe de Gauss. Il peut y avoir une progression, une croissance, c'est comme un corps humain. À partir d'un moment, on arrive à l'âge mûr, donc on est en haut de la courbe, on est à l'apex, et après, il y a un vieillissement, un déclin jusqu'à la mort, quoi. Et moi, je le pense pour toute chose manifestée, quoi, excepté l'infini, excepté l'un, excepté Dieu, qui n'a pas de début, pas de fin. Mais tout le reste, c'est des créatures, même les galaxies, les civilisations, un brin d'herbe, un animal, un être humain, finit par vieillir et mourir, quoi. Et le problème des darwinistes, c'est qu'ils acceptent pas ça, quoi. Mais ne pas accepter sa finitude, pour moi, c'est un adolescent qui se croit immortel, alors que justement, de devenir adulte et sage, c'est prendre conscience de ses limites. Et on a une époque qui refuse toute limite. On pourrait ça en parler pour plein d'autres sujets, hein, par rapport aux transgenres, aux gens qui vont refuser le fait d'être une femme ou d'être un homme, qui vont vouloir changer de sexe, les homosexuels ou les lesbiennes qui veulent quand même avoir un enfant. C'est-à-dire on refuse toute limite naturelle et anthropologique. Et par contre, là, ça va vraiment se finir mal, parce que la nature va toujours rappeler ces lois immuables, quoi. En fait, vous n'avez pas l'impression que cette crise sanitaire, c'est une double leçon d'humilité, c'est une grande leçon d'humilité à double titre. D'abord, un virus de quelques nanomètres a ratatiné des milliers d'années de civilisation, des 7 milliards d'individus. C'est quand même assez spectaculaire, hein. C'est quelque chose d'assez effrayant. Il y a un petit virus qu'on ne peut même pas voir, il faut un microscope électronique pour pouvoir le voir, qu'un petit virus de rien du tout fasse perdre 9 milliards d'euros à l'économie mondiale. Et deuxièmement, je reviens sur l'aspect qui m'effraie, c'est Surgisphère, c'est Sapin de Dessailles et ses acolytes qui ont ridiculisé quand même des professeurs d'université Bac plus 20, Bac plus 30, qui nous ont coûté des milliards en argent public, en formation dans les hôpitaux, dans les universités, en fait, ils ont été ridiculisés par un clown, par un pitre. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme une... D'ailleurs, c'est en lien avec ma dernière question, ma 5e question. C'est une volonté d'humiliation, vraiment, de l'humanité, et d'un... Oui, j'ai même envie de dire, d'aller plus loin avec les zététiciens qui étaient là à présenter leurs méthodes robustes de contrôle de la science, etc. Et pareil, leur orgueil les a menés un peu trop loin et plongés je sais pas, dans l'abîme de la bêtise la plus crasse. Et là j'ai l'impression qu'il y a quand même une leçon à tirer de tout ça. Oui, la leçon à tirer, et d'ailleurs, je pense que les anciens peuples ont tous fait référence à ça. Vous savez, c'est le mythe de Prométhée qui vole le feu
et il finit puni, attaché sur le Caucase. C'est Phaéton ou Icare qui veut se construire des ailes en cire pour égaler le soleil, mais elles finissent par brûler. C'est aussi bien sûr la chute d'Iblis qui refuse de se prosterner devant l'homme par orgueil, et Dieu le fait chuter du royaume céleste. On a aussi, vous savez, les histoires de Nemrod qui, qui finit tué par un petit moustique que Dieu lui envoie et qui rentre dans sa tête et qui lui cause des maux de tête incroyables, quoi. Il y a un mythe africain aussi qui ressemble beaucoup à la tour de Babel, où c'est les hommes qui empilent des flèches pour aller égaler le ciel. Et au moment d'arriver vers le ciel, cette tour de flèches s'effondre parce que à sa base, elle a été rongée par des petites fourmis, en fait, qui rongent la base. En fait, on retrouve toujours cette sagesse que l'homme, quand il se prend pour Dieu, quand il veut égaler Dieu, eh ben, il finit par être mis à la réalité. Et je pense que ça rejoint ce qui se passe là avec le coronavirus. On a l'impression qu'ils sont très sûrs d'eux ou quoi, mais dès qu'on gratte, on retrouve du ridicule, on retrouve du mensonge, de la mauvaise foi, et ça finit par foirer. C'est ça aussi la leçon, c'est que je pense que ça rejoint toute une mentalité générale où l'homme, enfin une partie des hommes, se croit tout puissant et au-dessus des règles de la nature, des règles de la logique, et que par contre, c'est comme un élastique qu'on va tendre, mais au bout d'un moment, l'élastique, il va péter ou nous revenir à la figure, quoi. C'est ce qu'on appelle le retour du boomerang, quoi, on va dire, quoi. Et le mensonge, d'ailleurs, c'est comme le diable qui est le père du mensonge, n'a pas son principe en lui-même. Un mensonge n'existe que par rapport à une vérité. Si je vous dis par exemple j'ai 5 doigts, c'est la vérité. J'ai 5 doigts dans ma main droite, c'est la vérité. Par contre, je peux vous dire j'en ai 4, j'en ai 6, j'en ai 10, j'en ai 10 000, j'en ai 36. Je peux vous inventer une infinité de mensonges, mais il y aura toujours qu'une seule vérité, quoi. Et cette vérité, c'est la seule chose réelle. En fait, c'est la seule chose réelle. Et tout mensonge est par définition irréel. C'est une ombre qui n'existe que à cause d'une source de lumière, quoi. Mais l'ombre, elle n'a pas son principe en elle-même, quoi. Et du coup, bah, dans la matière, dans notre monde, dans l'histoire, et ben, ça finit toujours par des drames, par des échecs, car le mensonge n'est pas stable. Et c'est ce que nous racontent tous les textes sacrés. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure du règne de l'Antéchrist. Je crois que sa durée, c'est 40 jours ou 3 ans, je ne sais plus exactement, suivant les versions, mais il finit par s'effondrer, parce que le mensonge ne gagne jamais, en fait, au final, quoi. Il n'y a qu'une vérité, et puis c'est tout, quoi. Tout à fait. Justement, c'est en lien direct avec la précédente question, on vit des moments clairement apocalyptiques, avec un dévoilement de tout, une mise à nu des protagonistes de cette crise sanitaire qui est assez impressionnante, franchement. Des professeurs salariés de Big Pharma se sont ridiculisés. Je reviens à l'affaire du Lancet Gate, le Recovery Gate aussi, on a quand même, ils ont réussi à ridiculiser des revues scientifiques médicales qui ont 2 siècles d'âge et qui sont extrêmement prestigieuses. Il faut le faire quand même, comme le Lancet, ça a 2 siècles. C'est pas rien, il y a quelque chose vraiment de paradigmatique, il y a une révolution qui est en train de se faire sous nos yeux. Les politiciens empêtrés dans les mensonges concernant le manque de masques, le manque de tests, les manques de médicaments avec les délocalisations, etc. On les a vus mentir, on a vu même des médias être obligés de confirmer qu'Olivier Véran a menti, qu'Agnès Buzyn a menti. On a vu des montages vidéo spectaculaires d'Agnès Buzyn qui disait, avant d'avoir quitté son poste pour briguer la municipalité de Paris, elle disait qu'il n'y avait pas d'épidémie, qu'il n'y avait personne de malade dans son équipe, et en perdant le premier tour, elle va faire une interview dans Le Monde dans laquelle elle explique
qu'elle avait dit que c'était un tsunami, elle avait dit à Macron que c'était une catastrophe, que la vague allait venir, que ça... En fait, on est en train de vivre, là on a vu la commission d'enquête parlementaire de Madame Geneviève Chen, de la direction de la santé publique, qui buguait, qui ne savait pas parler, on les voit se parjurer. C'est assez jouissif à vrai dire, mais c'est quand même, ça fait peur, franchement ça fait peur. Sans oublier la presse qui a été totalement larguée, incompétente voire complice. Bref, c'est troublant pour moi, hein. Franchement, je m'y attends, hein, je m'y attends depuis un moment, mais c'est troublant de voir cette accélération des événements. Qu'est-ce que vous Ouais, en ouais, pensez? c'est vrai. Ben, c'est la chute des élites pour moi, et que du coup, on va vers une idiocratie, pour reprendre les termes d'un film, ou plutôt une médiocratie. Et dans un monde normal, j'allais dire, donc traditionnel, les élites, c'est les meilleurs à leur poste. L'autorité spirituelle, ça va être les grands clercs, les saints, les soufis, les grands sages. Chez les chevaliers, il y a toute une hiérarchie. Il y a pareil avec dans le compagnonnage ou chez les artisans, il y a toute une hiérarchie et on doit passer des épreuves, vous voyez, et c'est les meilleurs qui dirigent. Et à notre époque, on a l'impression que c'est les plus médiocres qui sont au pouvoir, quoi. Et ça, effectivement, ça fait peur parce que je me dis jusqu'où ça va s'arrêter. Parce que je pense comme vous, moi aussi, ça m'étonne qu'à moitié de voir ça. Mais jusqu'à quel moment vraiment ça va s'arrêter cette bêtise, quoi. Vous voyez, même on parle par exemple pour les prochaines élections présidentielles de Hanouna et Jean-Marie Bigard. J'aurais jamais cru, moi, de mon vivant, que Jean-Marie Bigard allait être considéré sérieusement comme un candidat à une élection présidentielle. Vous voyez, Macron, quand il parle, vous voyez, aux intermittents du spectacle, qui parlent de jambon fromage, là, il est à moitié drogué, par exemple. Il n'a pas un comportement d'un chef d'État. On le voit aussi avec Donald Trump et ses tweets complètement contradictoires. Ça va dépendre ce qu'il aura mangé la veille, ou il peut dire tout et son contraire, quoi. Les médias, on n'en parle même pas. Ils sont d'une mauvaise foi incroyable. Ils répètent tout le temps les mêmes bêtises. Et moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est la contradiction. C'est-à-dire, ils vont dire A la veille et le lendemain, ils vont dire B sans avouer qu'ils ont dit A la veille, quoi. Donc, et ça s'appelle franchement de la psychopathologie, en fait. Un fou, c'est quelqu'un qui n'est pas stable dans sa tête et qui peut dire n'importe quoi, qui va plus se rappeler de ce qu'il a dit, quoi. On a presque, moi j'avais employé cette expression dans un de mes livres d'Alzheimer socio-historique, quoi. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur cette espèce de retour à l'enfance, où on a l'impression que c'est des grands adolescents, mais est-ce que c'est pas plutôt des espèces de vieillards séniles, en fait, nos élites? Et, euh, et ça fait peur. Et c'est là aussi où on sort du système darwinien. Parce que dans un système darwinien, vu que c'est la loi du plus fort, bon, bah, c'est le plus fort qui impose ses règles. Alors que là, c'est la loi du plus débile. Là. Enfin, désolé, mais je vois effectivement. Et là-dessus, moi, j'ai pas trop de réponses parce que j'ai presque l'impression que moi, ça me fait plus peur qu'un monde un peu comme le bolchevisme ou le nazisme, les collectivismes à l'ancienne, qui étaient très violents, on va dire, alors que là, c'est une espèce de dictature à guimauve, rose bonbon, en fait, sans queue ni tête, quoi. Et c'est ça, justement, bah, il y a un chapitre de Guénon, justement, dans le règne de la quantité, qui s'appelle La Grande Parodie. Et voilà, ça ressemble à ça, hein. C'est quand même un peu, c'est quand même assez troublant. Et ce que je vous disais, je pense qu'on va vers un système qui sera un mix du collectivisme communiste, on va dire, et du libéralisme, en fait. Mais ça sera un libéralisme des mœurs,
avec, vous voyez, comme les LGBT ou ce genre de choses, enfin, une dissolution des mœurs. Et à côté de ça, une espèce de communisme mondial, avec pourquoi pas une monnaie mondiale, des histoires de salaire universel. Et je pense que la Chine est le prototype avancé de ce type de système, quoi. J'ai l'impression qu'on aura à la fois la rigueur de la Chine et à la fois la décadence de l'Occident qui va se marier dans une espèce de système hybride. Et comme je vous dis, ça sera plus les dictatures à l'ancienne, mais une espèce de dictature ouais, rose bonbon, quoi. Ouais, ça va être violentissime, mais bon. Pour finir, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre prochain livre, Homo Mythologicus, qui paraîtra à la rentrée septembre-octobre aux éditions Fiat Lux? Quelques mots sur le sujet, le nombre de pages, Alors, c'est un livre que j'ai fini d'écrire il y a 2-3 ans, qui à la base devait sortir chez Archer, ça s'est pas fait. Ensuite, je l'ai auto-publié, mais j'ai eu des très bons retours, donc c'est pour ça que je vous ai demandé de le publier chez Fiat Lux pour avoir plus de visibilité, parce que bah, c'est pas facile d'avoir les réseaux justement de distribution et tout ça. Et c'est le livre qui va, on va dire, faire la synthèse de tous mes travaux. Vous voyez, je le compare un peu, enfin, sans toute proportion gardée, au cycle de l'humanité adamique de Jean Faure. C'est-à-dire que je vais poser les grands principes traditionnels, parler de la perception du temps, de la perception de l'espace chez les anciens, et donner ma vision sur justement les cycles, les grands cycles, avec des petits cycles à l'intérieur des grands cycles, en donnant des exemples historiques. Donc c'est un peu comme une énorme histoire universelle. Et Mhm. pour rappeler, bah, comme le nom du livre l'indique, Homo mythologicus, que l'homme, c'est pas une machine, c'est pas un animal comme les autres, c'est un animal métaphysique. L'être humain, c'est des choses, on va dire, irrationnelles, supra-rationnelles plutôt, sacrées, qui dictent ses comportements. C'est ce qui fait qu'on est au-dessus du règne animal. C'est que l'être humain, il a des mythes, des traditions, justement, qui le soulèvent au-dessus de l'animalité. Et toutes les grandes choses de l'humanité, les grandes œuvres artistiques, je ne sais pas, les cathédrales, les pyramides, elles ont été faites par des hommes qui avaient comme la nostalgie de Dieu et qui voulaient retrouver cette beauté supraterrestre et la marquer sur Terre, quoi. Et donc, bah, la fin de tout ça, c'est notre époque qui est du coup totalement horizontale. Et on passe d'un homo mythologicus à l'homo economicus, quoi. Donc voilà, en gros, c'est une grande histoire universelle, mais où je rappelle vraiment tous les principes traditionnels, quoi, en gros. Donc c'est une synthèse de tous mes petits livres que j'ai sortis chez vous et de mes différents travaux, quoi. Pierre-Yves Lenoble, merci infiniment pour cet entretien. Ceux qui veulent suivre son travail, bon, ceux qui veulent se procurer ses livres, donc il y a tout qui s'affiche à l'écran, que ce soit aux éditions Fiat Lux, Arquet, etc. Ceux qui veulent suivre son travail, je vous invite à aller sur son blog et bien sûr sa page YouTube dans laquelle il publie régulièrement des vidéos où il parle, enfin il y a beaucoup de travaux, d'articles qu'il a écrits, des commentaires, des discussions avec le bouc émissaire, très intéressantes. Et ceux qui veulent le soutenir, bien sûr, nous vous invitons à le faire sur sa page Tipeee qui s'affiche à l'écran. Pierre-Yves Lenoble, merci infiniment pour cet entretien. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très très bientôt. Merci Salim, à très bientôt. À bientôt.